Je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est ma mère. Je peux passer d'un sujet à un autre sans problème. Créer, apprendre, tester, j'ai toujours besoin de quelque chose de nouveau. Et au début, c'est incroyable. J'ai cette sensation d'apprendre quelque chose qui pourrait devenir une passion. Puis il y a un truc bizarre, c'est que je deviens correct, mais jamais vraiment excellent. Et je pense qu'on est nombreux à être comme ça, à toujours s'intéresser à plein de choses, à tester, à avancer un peu partout. Le temps passe et aujourd'hui il y a de grandes chances que toi comme moi, bizarrement, on ne soit ni chef cuistot étoilé, ni astronaute, ni danseur pro. Alors parfois je me demande si être curieux et toucher à tout, c'est vraiment une force. J'ai toujours été intéressé par tout. Vidéo, danse, cuisine, théâtre d'impro, et même jardinage à une époque où j'étais persuadé que je pouvais faire pousser absolument tout en appartement. Les débuts, ils sont toujours stimulants. Il y a un peu cette excitation qui est difficile à expliquer, comme si un nouveau monde s'ouvrait à toi. Tu commences quelque chose et ton cerveau te dit direct « Ok, ça peut devenir ta passion ». Tu testes, tu progresses vite et tu comprends les bases en seulement quelques jours. Et franchement, à ce moment-là, tu te sens super intelligent. Genre, tu pourrais presque en faire ta vie, un business ou un vrai projet. Et il y a aussi un peu cette sensation addictive, celle d'être débutant, parce que chaque petit pas ressemble à une victoire énorme et que la nouveauté, elle provoque en toi quelque chose de très puissant. Et en réalité, tout ça, ça a un nom, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Une tendance à être rapidement attiré par quelque chose de nouveau, une idée, un projet, une opportunité qui capte immédiatement ton attention. Ça me parle. Un soir, je regarde des vidéos sur la fermentation du pain à 23h et je commence à créer mon propre levain. Et le lendemain matin, je suis en train de comparer des ETF sur mon téléphone et je commence à investir en bourse alors que je suis encore en pyjama. Et en réalité, être comme ça dans nos têtes, ça construit une identité simple. Je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un qui explore. Et bizarrement, le monde valide ça. On te dit que c'est bien d'essayer plein de choses, de trouver une passion et de pas avoir de pensée limitante. Bah du coup, tu continues, tu accumules les expériences et sur le papier, ça a l'air parfait. Mais très vite, le schéma devient le même. Tu commences, tu progresses vite, tu es à fond, puis ce n'est plus vraiment excitant. Et à ce moment, j'ai toujours le même réflexe, je passe à autre chose. Encore et encore. Et le problème, c'est que du coup, avec le temps, je deviens quelqu'un qui sait faire plein de choses, mais qui ne devient jamais vraiment parfait dans une seule. Et en fait, il y a un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Il y a une vraie différence entre s'intéresser à plein de choses et vraiment faire plein de choses. Parce que s'intéresser à quelque chose, c'est facile, c'est regarder une vidéo, lire un article, tester une fois, mais faire, vraiment faire, c'est revenir le lendemain et le surlendemain. Et moi, c'est plus là que j'ai un problème. Et en vrai, je me connais bien parce que je le disais déjà dans ma première vidéo. On va voir si ça tient bien, hein. On verra. Ça se trouve, je vais faire 2 vidéos et après j'en aurai marre. Je pense que le plus révélateur, c'était les cadeaux de Noël. Tu sais, le moment où on te demande ce que tu veux et que comme t'as une passion du moment, tu demandes un truc genre un télescope. Bon bah si t'es chanceux, t'en reçois un, tu l'ouvres, t'es trop content, tu lis la notice, tu regardes des vidéos sur comment ça marche, tu le mets à côté de ta fenêtre, c'est parti, tu vas regarder la lune et tout, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, t'y touches plus. Bon, bah c'est exactement ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans. Vous vous en doutez, si j'en parle maintenant, c'est que je n'ai jamais vu les étoiles autrement qu'avec mes yeux ou mon téléphone. Et tant que j'y suis dans la liste des trucs où j'ai pas été au bout, ben j'ai jamais réussi à faire mon propre levain, même si j'en ai parlé tout à l'heure. Et en parlant d'étoiles qui brillent, je me suis bien gardé de vous dire un truc tout à l'heure sur le syndrome de l'objet brillant, c'est que les caractéristiques principales sont dispersion, abandon prématuré, fausse priorisation et projet inachevé. En fait, j'ai l'impression qu'on tombe dans 3 pièges faciles. C'est vrai que j'ai l'impression que la spécialisation elle est valorisée dans notre société, rien que dans le monde du travail par exemple. Mais même au-delà en fait, ceux qu'on a tendance à admirer, ce sont ceux qui ont choisi une chose, les artistes, les sportifs ou encore les médecins. Tu sens qu'ils sont dévoués et on les connaît et reconnaît pour leur discipline. C'est rare qu'on apprécie quelqu'un pour absolument tout ce qu'il fait, en général ça commence plutôt par un domaine et ensuite ça s'étend. Prends Thomas Pesquet par exemple. Il fait des études d'ingénieur aéronautique, il travaille ensuite comme ingénieur spatial au Centre national d'études spatiales, il devient ensuite pilote de ligne, il postule et est sélectionné par l'Agence spatiale européenne, il y suit un long entraînement d'astronaute, et il développe en parallèle des compétences sportives utiles ou encore il est capable de parler 6 langues. Oui, le mec était clairement préparé à aller voir les étoiles de près. Au final, j'ai surtout l'impression qu'on voit ceux qui ont choisi une voie et qui deviennent experts. Quand j'entreprends une activité, je veux me sentir doué. On est d'accord, personne n'aime se sentir nul. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, comme tout adulte responsable, je me compare aux autres. Le problème, c'est qu'on ne se compare pas à des débutants. On se compare à des gens experts,
Pas forcément à Thomas Pesquet ou à d'autres extrêmes, mais à des personnes qu'on admire, parfois même dans notre entourage. Et là, il y a un deuxième problème. En fait, moi, j'ai pas ce truc que je fais depuis l'enfance ou un talent inné dans un domaine précis. Ce que j'entreprends comme la vidéo, la danse ou autre, c'est des domaines où je me sens vite nul. Parce que j'apprends un peu sur le tas ou alors j'ai pas été formé, clairement comme le dessin. C'est vrai que apprendre un peu sur le tas en autodidacte et surtout se sentir en retard par rapport aux autres, c'est un peu un sentiment inconfortable. J'ai souvent tendance à me comparer à l'incomparable. Je compare la qualité de ma 5e vidéo face à quelqu'un qui en a fait 100 ou qui a été formé pendant des années. Résultat, je n'arrive pas à reconnaître ma progression et je minimise mes compétences. Tout naturellement, je me suis demandé combien de temps il fallait pour devenir excellent dans une discipline. 10 000 heures. Voilà, c'est pas moi qui ai fait la règle. En 2008, Malcolm Gladwell, journaliste et auteur qui a étudié ici même à Toronto, publie son livre Outliers dans lequel il expose la théorie des 10 000 heures. Une théorie qui suggère que l'expertise dans un domaine complexe demande environ 10 000 heures de pratique intensive et délibérée pour atteindre un haut niveau de maîtrise. How long do you have to work at something before you become really good? And the answer seems to be, it's an extraordinarily consistent answer. You need to have practiced, to have apprenticed for 10,000 hours before you get good. Mozart is composing at 11, but he's composing garbage at 11. I mean, he doesn't produce something great until he's 22 or 23. Yeah, have you ever heard of this theory about the 10,000 hours theory? Yes. So that theory works. If somebody reads the book to say that if you spend 10,000 hours doing something, you'll be super good at it, I don't think that's quite as simple as that. What you do is you do about 50 hours and 90% drop out because they don't like it or they're not good. You do another 50 hours and 90% drop out. So there's these constant cycles, and you do have to be lucky enough, but also fanatical enough to keep going. And so the person who makes it to 10,000 hours is not just somebody who's done it for 10,000 hours. There's somebody who's chosen and been chosen in many different times. C'est 10 ans en pratiquant 3 heures par jour. Alors quand tu sais qu'il faut en moyenne 66 jours pour automatiser une habitude et que moi depuis l'âge de 6 ans, je ne sors pas du lit quand le réveil sonne, autant te dire que 10 000 heures, ça me paraît chaud. Évidemment, je vais pas attendre 10 ans pour apprécier une activité et me sentir à l'aise. Mais ce que ce point souligne, c'est peut-être que mon problème n'était pas le bon. Et si le problème n'était pas d'aimer plein de choses? Et au contraire, je pense qu'on est nombreux comme ça, dispersés, curieux, attirés par le nouveau, puis on est dans une époque où tout est accessible, avec YouTube, les formations en ligne ou les contenus infinis. Donc en réalité, s'intéresser à quelque chose et commencer, c'est pas difficile, c'est continuer qui est rare. Le vrai problème, ce n'est pas que je commence, c'est que je ne continue pas. Parce que progresser vraiment, ça n'a rien à voir avec les débuts. Les débuts sont faciles, ils sont excitants. Ils donnent l'impression que tout est possible. Mais la progression réelle, elle commence après. Quand ça devient répétitif, quand ça ralentit, quand tu n'as plus de nouveauté. Et moi, c'est exactement là que j'arrête. Pas par incapacité, mais parce que j'ai l'impression que ça devient moins intéressant ou parce que j'ai l'impression que je n'arriverai pas au niveau dans lequel je projette la notion de réussite. Ce n'est pas le manque de temps qui m'empêche d'avancer. C'est ma relation au moment où ça devient moins excitant. En fait, récemment, j'ai essayé de changer ça, déjà parce que j'entame un congé sabbatique de plusieurs mois, donc du temps, je vais en avoir. Mais du coup, la question, c'est plutôt comment je vais utiliser ce temps pour concrétiser ces projets. Le temps libre ne construit rien, il teste seulement ta constance. Peut-être que la question n'est pas « qu'est-ce que je vais faire de mon temps ?», mais plutôt « qu'est-ce que je suis capable de continuer quand plus rien ne me pousse à continuer ?» Je sais que ça ne se fera pas en devenant quelqu'un discipliné du jour au lendemain, je me connais, j'y arriverai pas. Mais peut-être que ça passera par enlever la notion de performance dans tout ce que je fais et reprendre du plaisir. Par exemple, ça fait longtemps que je trouve que ma culture cinéma elle est mauvaise, voire catastrophique. Du coup, j'ai fait un truc simple. J'ai listé 50 films, vraiment des classiques que tout le monde a vus sauf moi. Et le soir, au lieu de regarder un film au hasard, je coche un film de cette liste et j'apprends plein de choses sur la cinématographie ou juste, tout simplement, je passe un bon moment devant. Pareil avec la lecture, je pense que la dernière fois que j'ai fini un livre, sans mentir, ça devait être 2019.
Donc ouais, je pense que je vais reprendre. Sans objectif énorme, hein, juste quelques pages par-ci par-là, histoire d'y reprendre goût et de m'assurer d'y revenir le lendemain. Au final, ça ne veut pas dire choisir une seule chose pour toujours. Parce que si je faisais ça, je me lasserais. Et peut-être que la vraie différence, elle se fait pas entre ceux qui choisissent un seul truc et ceux qui en choisissent plein, mais entre ceux qui arrêtent quand ça devient difficile et ceux qui continuent encore un petit peu. Parce qu'en réalité, avancer, même si c'est que jusqu'à 20%, bah c'est toujours mieux que d'être resté bloqué à 0. Alors faut-il se concentrer sur une seule passion et devenir le meilleur? Ben peut-être. Pas forcément, je pense que ça dépend d'un objectif à soi. Personnellement, je sais que si je me force à me concentrer sur un seul truc, je vais me lasser. Donc forcer la spécialisation, ça marchera pas sur moi. Mais on est nombreux à être curieux, et il y a plein de gens qui explorent plein de choses. Donc peut-être que mon prisme de départ était complètement biaisé, et aujourd'hui la polyvalence est peut-être valorisée. Et en fait, quand j'y pense, je me dis il y a plein de domaines où les frontières sont floues, et il y a plein d'exemples de gens qui se sont révélés dans de nouvelles disciplines. Entre mode et musique, avec l'exemple de Pharrell qui devient directeur créatif de la maison Louis Vuitton, ou encore avec Bridget Mendler, qui a commencé par être actrice et chanteuse chez Disney, et qui dirige aujourd'hui une boîte dans la tech spatiale spécialisée dans la communication entre satellites et la Terre, ou même bien plus ancien, avec J.R.R. Tolkien, un professeur de linguistique expert en études des langues anciennes et de leur évolution, qui n'est autre que le créateur des mondes du Seigneur des Anneaux. Je pense qu'il faut que je me rappelle plus souvent que la polyvalence peut être une force si elle est canalisée, et que les compétences et les connaissances que j'accumule peuvent s'alimenter entre elles. Peut-être que le sujet ce n'est pas choisir pour devenir le meilleur, c'est se décomplexer pour apprendre à apprécier un peu plus longtemps sans tuer la curiosité. Et peut-être que je les finirai pas ces 50 films, mais en vrai j'en ai déjà vu 4 et franchement c'était hyper cool.